Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Géopolis TV, bonsoir et bienvenue à votre émission Géopresse. Géopresse est votre émission d'analyse et de décryptage des sujets liés à la gouvernance et à la gestion de l'État, mais aussi aux sujets relatifs à la situation sociopolitique et économique du pays et au-delà de frontières de la République démocratique du Congo. Pour ces nouveaux numéros, nous allons nous intéresser sur deux sujets qui défraient la chronique. Nous allons donc parler de la table ronde inclusive organisée le mercredi dernier par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. C'est la première ministre Judith Suminwa qui avait procédé au lancement de cette grande activité. Et puis, nous allons nous attarder aussi sur la rentrée scolaire qui doit s'effectuer dans un contexte sanitaire d'urgence mondiale. Nous le savons tous, le pays fait face à une nouvelle crise sanitaire. Il s'agit bien de la variole de singe qu'on appelle le monkeypox. Donc voilà donc le sujet que nous allons tenter d'aborder aujourd'hui. Je ne suis pas seul pour discuter ou pour ausculter vraiment ces sujets. J'ai reçu des journalistes. J'ai à ma droite Patrick Ilunga, journaliste politique et spécialiste des questions sécuritaires au groupe de presse Géopolis Forum. Bonsoir Patrick. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir également à mon co-débatteur Dieudonné Boinali. Voilà, Dieudonné Boinali, vous êtes déjà annoncé et c'est à mon tour de vous saluer. Bonsoir Dieudonné Boinali qui est journaliste au groupe économique, mais s'intéresse bien également aux questions liées à la société et à la politique en République démocratique du Congo. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir à mon excellent co-débatteur Patrick Ilunga. Je salue également tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Voilà, merci de votre présence sur ces plateaux. On va démarrer l'émission Géopresse, mais on commence avec la revue de presse. Voilà, on commence cette revue de presse. Plusieurs sujets ont fait la une des journaux parus à Kinshasa. C'est le vendredi 30 août 2024. Nous avons la clôture de la deuxième édition du Forum du génie congolais. Les nouveaux cas de décès en République démocratique du Congo dus au monkeypox, la variole de singe, la rentrée scolaire et puis la campagne CPI Justice pour la République démocratique du Congo. Commençons avec les quotidiens de la 11e rue, Forum de Zas, qui titre à sa une Fachi s'engage à garantir le financement de chercheurs et des innovateurs. D'après l'auteur de l'article, le président Félix Tshisekedi a ainsi instruit le gouvernement d'accompagner substantiellement la recherche scientifique et l'innovation technologique et d'envisager par ailleurs des allocations beaucoup plus ambitieuses pour ces secteurs dans les années à venir. À travers cette adresse, poursuit ces quotidiens de la 11e rue, le magistrat suprême voulait particulièrement apaiser et rassurer les inventeurs et innovateurs congolais qui, tout en saluant la hausse sensible du budget consacré à leur secteur, et redoutent que ces budgets demeurent encore virtuels. On va lire Géopolis qui parle de 35 décès signalés en RDC dus au monkeypox. Ici, pour ces tri-hebdomadaires, la République démocratique du Congo fait à nouveau face à une recrudescence de la maladie monkeypox. L'épidémie monte en flèche dans quasiment toutes les provinces du pays. Les rapports épidémiologiques présentent, note l'auteur de l'article, par le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Kamba, fait état de 1372 nouveaux cas suspects, 206 cas confirmés et 35 morts, ce qui porte le nombre total de décès à 610 depuis les débuts de cette année. Le nombre de morts est déjà en hausse par rapport à l'année 2023 où 600 personnes ont
été tués par cette maladie, rapporte le journal qui ajoute tout de même que la RDC et la RD Congo est identifiée comme une zone endémique du Mpox. Et dans le même registre, la radio Okapi sur son site internet titre « Au moins 600 enfants déplacés concernés par la rentrée scolaire au Nord Kivu ». Pour cette radio onisienne, tout est mis en place avec des partenaires qui accompagnent le gouvernement congolais pour accueillir ces enfants ainsi que des enseignants déplacés, affirme le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu, basé à Goma, Luc Baweza Kabango. Ce site poursuit en notant que d'après lui, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, ils seront réinsérés dans les écoles de périphérie de la ville de Goma, mais dans la partie occupée par le rebelle du M23, 450 écoles avaient été fermées et délocalisées depuis l'année dernière. Le sort des élèves coincés dans cette zone n'est pas encore connu. On va lire actualité.cd qui parle du gouvernement congolais qui vient de lancer la campagne CPI Justice pour la RDC et menace de radier les ONG de droits de l'homme qui ne l'accompagneront pas. Pour ces médias en ligne, au cours d'un point de presse, ce jeudi 29 août, le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Samuel Bemba, qui communiquait sur la publication par la greffe de la Cour de justice de l'EAC d'un extrait de rôle annonçant l'examen en audience publique de la requête de la RD Congo contre le Rwanda, en menace de radier les ONG des droits de l'homme qui s'abstiendront de l'accompagner dans cette nouvelle campagne après la réception de leur rapport l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour la lecture de ces journaux parus à Kinshasa le vendredi 29 août 2024. Voilà, nous allons entrer maintenant dans le vif de cette émission. Nous avons annoncé, on va parler de la table ronde inclusive organisée par le ministère de la Jeunesse avec comme thème l'éveil patriotique de la jeunesse congolaise dans le processus de paix pour les développements durables en République démocratique du Congo. Et puis en dernier lieu, on va parler de la rentrée scolaire dans un contexte de crise sanitaire. Alors, pour ce qui est de la table ronde, nous allons suivre la première ministre. C'était elle qui avait procédé à l'ouverture de cette grande activité. La tenue de cette table ronde inclusive et nous, membres du gouvernement, apprécions grandement l'opportunité d'échanger directement avec les représentants des différentes catégories de jeunes sur des concepts généraux, notamment la paix et le développement, mais qui englobe néanmoins les difficultés identifiées qui concernent notre jeunesse, à savoir le manque d'insertion professionnelle, l'absence d'un environnement propice à l'épanouissement personnel, le faible taux d'accompagnement des jeunes entrepreneurs par les autorités politico-administratives. Au vu de la pertinence de cette table ronde organisée à point nommé, au vu des priorités du programme d'action de mon gouvernement 2024-2028, présenté en juin dernier à l'Assemblée nationale, je vous exhorte fortement à suivre avec intérêt les interventions de chaque participant et de participer activement aux échanges devant servir à l'édification et au renforcement des compétences de la jeunesse congolaise. Le temps est donc venu de passer à l'action. Évaluons, agissons et faisons en sorte que ce forum ne soit pas simplement un moment de plus, mais comme je l'ai dit, un tournant décisif pour l'avenir de notre jeunesse et de notre nation.
Voilà, merci la régie pour cet élément. Dieudonné Bonali, on vient de suivre la première ministre qui a procédé à l'ouverture de cette grande cérémonie dont le thème était l'éveil patriotique de la jeunesse congolaise dans le processus de paix pour le développement durable de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi et déjà comment vous abordez ce thème de l'éveil patriotique de la jeunesse congolaise? Bon, permettez-moi d'abord de planter les corps. Allez-y. Il est souvent dit la jeunesse est l'avenir de la nation, mais moi je préfère l'autre adage qui dit une jeunesse encadrée, moteur du développement national. En République démocratique du Congo, selon les statistiques de l'Institut national des statistiques, INES, et celle du Programme des Nations Unies pour le développement, on estime la population actuelle de la République démocratique du Congo qu'elle avoisine les 100 millions d'âmes. Et dans ces nombres-là, vous retrouvez 68% est constitué de jeunes. Mais les concepts aussi jeunes, jeunesse, posent de sérieux problèmes, créent des débats entre les scientifiques, même entre nous les journalistes. Et sur sa définition, c'est ça. C'est de quel quel âge à quel âge là? Selon les écoles, selon les courants des pensées, certains même démographes estiment que les jeunes, la personne dont l'âge varie entre 7 à 77 ans. C'est-à-dire 7 à 7 ans. Bon, Nous qui avons appris le français belge. Voilà, nous qui avons appris le français belge. Et il y a une autre catégorie de scientifiques, même des démographes, y compris des économistes, qui estiment que est appelé jeune la personne dont l'âge varie entre 0 à 25 ans. Et moi, j'aimerais mieux me faire comprendre en défendant cette catégorie dont l'âge varie entre 0 et 25 ans. Pourquoi? Les mêmes scientifiques disent que quand vous regardez l'espérance de vie en République démocratique du Congo, celle-ci avoisine 54 ans. La barre de 54 ans. Donc la majorité des Congolais, nous n'atteignons pas l'âge de 55 ans. Donc c'est difficile d'avoir beaucoup de Congolais atteindre ou dépasser l'âge de 55 ans. Pourquoi? À cause des conditions de vie précaires. Nous vivons dans des milieux insalubres. Le système de santé n'est pas bon. Nous vivons sous le seuil de la pauvreté. Donc, il y a beaucoup de raisons qui justifient que le fait que nous puissions avoir une espérance de vie inférieure à 60 ans comparative à d'autres pays de la région de l'Afrique australe, comme l'Afrique du Sud, la Namibie, le Zimbabwe. Même si vous allez en Europe, vous allez voir que dans certains pays européens, vous avez une espérance de vie allant de 90 ans, et même au-delà de 100 ans. Maintenant, je reviens sur cette table ronde. Je pense que ça tombe, l'éveil patriotique, ça tombe à point nommé. Pourquoi? C'est au moment où notre pays, la République démocratique du Congo, a célébré, entre guillemets, les 30 ans d'agression. Depuis que notre pays est agressé par des forces étrangères et leurs supplétifs, nous parlons de 1994 à 2024. Ça fait déjà 30 ans. Donc, pour défendre ces pays, nous avons besoin de la jeunesse. Pourquoi? Dans l'armée, même dans la police, même dans les forces de sécurité, nous avons besoin des bras des jeunes. Nous avons besoin les jeunes constituent la majorité même de la population congolaise. De la population congolaise. Parce que l'armée est en train de vieillir. Nos combattants, nos forces combattantes sont en train de vieillir. On a besoin de nouveaux jeunes, de beaucoup de jeunes pour renouveler notre administration militaire, policière, même nos forces combattantes. C'est déjà la première des choses. Deuxièmement, la véritable économie que nous voulons bâtir doit
avoir comme principal pilier l'agriculture. C'est le secteur agricole qui peut absorber cette main-d'œuvre abondante, bon marché que nous avons, constitué de millions de jeunes. Il n'y a que ce secteur-là, porteur de croissance, qui peut absorber de ces nombreux de diplômés. Or, cette main-d'œuvre est constituée de jeunes. Je termine aussi, cette table ronde tombe à point nommée parce que dans quelques jours, on va lancer la rentrée scolaire. J'ai dit tout à l'heure que la jeunesse, c'est l'avenir de la nation. Il faut envoyer tous ces jeunes ici, des œuvrés, à l'école, à défaut de leur donner du travail. Parmi eux, vous trouvez une catégorie qui a l'âge d'aller à l'école. Vous trouvez une catégorie qui a déjà dépassé l'âge d'aller à l'école primaire, même secondaire. Il faut les former, les envoyer à l'Institut national de préparation professionnelle et d'autres structures de formation professionnelle. Nous pouvons les récupérer, ce n'est pas encore trop tard. Pour ceux-là qui ont étudié, se sont arrêtés à l'école primaire, à l'école secondaire, je pense que le gouvernement congolais peut leur donner des possibilités de continuer leurs études. Oui. Là, j'ai loue l'initiative de la première dame avec la bourse Academia. Si on en a une dizaine, même une Excellencia. C'est là que voilà, merci pour la correction. Bourse Excellencia de la première dame, la distinguée première dame, Denise Nyakeo. Si on a une vingtaine, une trentaine de telles initiatives, ça va permettre à ceux qui avaient arrêté le chemin de l'école de retrouver les portes de l'université, les auditoires et de continuer les études. D'accord. N'oubliez pas, on dit souvent qu'une école ouverte, c'est une prison qu'on ferme. Patrick Ilunga, les jeunes sont appelés à l'éveil patriotique. Mais ce même jeune aujourd'hui pose aussi les problèmes d'emploi. On constate même que vraiment dans nos familles, dans les familles congolaises, dans plusieurs provinces du pays, il y a aussi la fuite aussi de nombreux jeunes. Et comment ces jeunes qui manquent l'emploi, qui sont dans le chômage et qui pensent aller ailleurs, peuvent aussi trouver un intérêt à défendre leur patrie? Merci Jojo Moulamba, c'est une très très belle question. Elle est un petit peu difficile pour moi, mais je vais essayer de répondre. Je crois que le forum sur la jeunesse, c'est une très très bonne chose. La première ministre encourage les jeunes à bannir les antivaleurs, par exemple le népotisme, le tribalisme ou la corruption. Si j'étais parmi les jeunes qui avaient été invités là-bas, peut-être que j'aurais eu le courage de lui rétorquer le même reproche, parce qu'on a l'impression que les jeunes sont justement victimes de ceux qui dirigent. Justement, parce qu'il y a la corruption au niveau de ceux qui dirigent. Là, ce ne sont pas les jeunes. Non, c'est eux d'abord. C'est-à-dire que ceux qui précèdent les jeunes sont un petit peu victimes de la mauvaise gouvernance, de la corruption, du népotisme, du tribalisme et consorts. Voyez-vous? Alors, on peut s'inspirer maintenant des sociétés qui ont évolué avec leurs jeunes, parce que, disons-le, l'Afrique, elle est généralement jeune, le Congo dedans aussi, la plupart des Congolais sont jeunes, donc on a une grande masse de jeunes qui sont là. Mais je prends d'abord un exemple, avant d'aller dans des pays qui peuvent nous inspirer. Un exemple. Je suis, par exemple, jeune de ma famille, parmi tant d'autres, mais je suis le seul à travailler, par exemple. Je me retrouve avec 4, 5, 6, 7 petits frères à aider. Je me retrouve avec 8, 7, 9 tantes à aider. Je me retrouve avec 3 oncles à aider. Généralement, c'est comme ça. Il y a 2 personnes qui travaillent, qui aident les autres. Qui aident les autres, oui. C'est de là que part aussi la corruption. Parce que quelqu'un qui n'a pas suffisamment pour aider les autres, dès qu'il est en contact avec des fonds, je sais pas moi, fonds publics, il a tendance à se mettre plein les poches pour aider aussi ceux qui dépendent d'eux. Donc je pense que c'est important. Alors je veux venir maintenant à ce que je disais tout à l'heure. On peut s'inspirer des pays qui ont évolué avec leurs jeunes.
laissons d'abord à côté les pays occidentaux qui ont une longue histoire. Prenons les pays asiatiques qui nous ressemblaient il y a 50-60 ans. Hein, les pays asiatiques, généralement, ils avaient notre niveau il y a 60-70 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mobiliser les jeunes à rester dans leur pays et à travailler pour leur pays? Pour leur pays. D'abord, il y a l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, est-ce que tous les jeunes ont accès à l'éducation? Je pense que non. Moi, je viens d'un quartier populaire. L'éducation à tous les niveaux. Hein? À tous les niveaux. Primaire, secondaire et puis... Je viens d'un quartier populaire où on est peut-être 3-4 jeunes à compter sur le bout des doigts d'une seule main à avoir fini l'université et avoir trouvé une insertion professionnelle. Il n'y en a pas. Donc, je crois que c'est un problème. L'accès d'abord à l'éducation. Ça, c'est un. Deuxièmement, le partage équitable des richesses. Vous ne pouvez pas demander à un jeune de s'engager pleinement et efficacement pour son pays lorsqu'il voit que son papa a travaillé pendant 50 ans pour le pays, il est encore dans la pauvreté. Mais l'homme politique qui était, en 2018, les hommes politiques qui étaient des gens normaux, modestes, ils sont devenus riches. Vous voyez par exemple, ça c'est le partage équitable des ressources. Je pense que c'est une clé pour avoir l'engagement de tout le monde. On ne peut pas demander à quelqu'un qui vit dans la pauvreté d'avoir le même engagement qu'un ministre qui a engagé 70 millions pour 30 forages. 70 millions de dollars pour 30 forages. On ne peut pas. Donc je pense que le partage équitable des ressources, c'est très important. Peut motiver aussi le jeune à s'engager. Aujourd'hui, les jeunes pour la défense de la patrie. Les jeunes vous disent, paie sa poto chance. Vous pensez que c'est arrivé comme ça? C'est pas arrivé comme ça. Pourquoi? Vous avez quelqu'un, moi, au niveau de ma vie privée, j'ai des gens avec qui on a été, par exemple, 20 ans ici à Kinshasa, dans la misère. Il arrive en Europe, 2 ans après, il est capable de te supporter, toi et ta famille et les voisins. Alors, en ce moment-là, on dit, paie sa poto chance. Pour ne plus répéter ça, avoir des fuites de cerveau, comme vous l'avez dit, je pense que c'est le moment aujourd'hui, et l'UDPS étant au pouvoir, l'UDPS est un parti socialiste, de penser au partage équitable de ressources. Je pense que ça c'est important, et la réinsertion professionnelle. Je pense que c'est l'un des piliers, je crois, l'un des engagements phares du président de la République pour son 2e mandat, la création des emplois. Un jeune qui est désœuvré, il est malheureux, il est désespéré, il peut justement s'adonner à la criminalité, au banditisme. Il faut créer les emplois, mais dans quel secteur aussi? Puisqu'on pouvait penser que les gouvernements allaient miser beaucoup dans l'agriculture, puisque c'est le seul secteur qui regorge plus d'emplois dans le pays. C'est 60% de la population congolaise qui sont dans l'agriculture. Voilà, j'ai envie de rétorquer à la Première ministre que vous avez une parcelle de pouvoir, une grosse parcelle de pouvoir. Pensez maintenant à diversifier les possibilités d'avoir de jeunes insérés dans la vie professionnelle. Et quand je parle de jeunes, je ne pense pas aux partis politiques, parce qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise habitude. Quand il y a des opportunités d'emploi, on prend les jeunes dans les partis politiques. Et ceux qui ne sont pas... C'est discriminatoire, parce que tous les Congolais ne doivent pas s'engager dans tel ou tel autre parti politique. On va vous dire, mais intègre le parti et puis... Non, on ne peut pas... C'est ce qui est dit aujourd'hui. Non, on ne peut pas obliger tous les Congolais à intégrer tel parti politique pour avoir droit à l'emploi. Tous les Congolais ont droit à l'emploi. De la même façon, tous les Congolais doivent avoir le même devoir. Je pense que ça, c'est une responsabilité de ceux qui nous dirigent. Ils doivent veiller à ça pour, je ne sais pas moi, corriger peut-être les erreurs de l'histoire. Aujourd'hui, on a quand même un parti qui est un parti de masse, un parti des gens qui ont souffert, parce que c'est différent. Quelqu'un qui a souffert, il développe une autre sensibilité. Il regarde la misère avec une autre sensibilité. Donc, on ne peut pas avoir ceux qui ont souffert avec tout le monde, arriver au pouvoir et devenir des grands maniaques comme ça, oublier les autres. Je pense que on revient encore dans la répartition équitable de richesses. Ça, c'est la clé pour avoir l'engagement des jeunes. Les pays n'arrivent même pas à donner la soupe même aux chômeurs, c'est ce qui est vraiment très regrettable. Les partages de richesses vraiment restent vraiment à désirer. Mais Dieudonné Boinali, on reproche aussi aux jeunes de ne pas aussi cultiver l'esprit créatif.
Hein, les jeunes ont toujours la main tendue, sont toujours dans la constitution des dossiers de demande pour demander l'emploi, mais on reproche aux jeunes de ne pas être aussi créatifs. Est-ce que c'est aussi ça la bonne manière qu'il faut, la logique qu'il faut aussi définir pour que les jeunes s'inscrivent dans cette dynamique du développement du pays? Très bonne question, Jojo Moulamba. Les jeunes Congolais, la jeunesse congolaise n'est pas assez créative par rapport à d'autres jeunes de la région Afrique australe. Pourquoi? Ce n'est pas de leur faute. Moi, je pense que c'est la faute à notre système éducatif national. Pourquoi je l'ai dit? Notre système éducatif, tel qu'il a été pensé, conçu par les colonisateurs, et que nous avons perpétué aujourd'hui, forme de demandeurs d'emploi au lieu de former des créateurs d'emploi. Mais normalement, on devait créer des managers. Permettez-moi, vous avez la parole, permettez-moi de vous couper un peu. Vous savez, ailleurs, quand on dit on va créer les gens on va former les gens qui créent de l'emploi, ils ont des structures d'accompagnement, des structures de financement, des structures qui les suivent. Oui. Ici, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des structures qui suivent tous les jeunes? Est-ce qu'on peut dire ça? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi je le disais? J'étais en train de planter les décors en répondant à Jojo Moulamba à sa belle question en disant que ce n'est pas la faute de la jeunesse. La faute, c'est... De ne pas être créatif. La faute, c'est à l'infrastructure et à la superstructure qu'on a mise en place dans les pays depuis la colonisation. Je suis en train de parler du système éducatif national. Je suis en train de parler des institutions de formation, les écoles, les universités, les centres de formation, les discours véhiculés dans l'imaginaire collectif, et puis vous avez des textes de loi qui favorisent le fait que, à la fin de votre formation universitaire, parce que nous avons différents types de formations, il y a des formations qui permettent à ce que les jeunes ne s'arrêtent qu'au niveau du baccalauréat. Vous avez des formations qui permettent aux jeunes pour qu'ils puissent s'arrêter au niveau du cycle des graduats. Il y a d'autres types de formations qui vous permettent d'aller jusqu'au niveau de la licence. Et aujourd'hui, on parle du système LM2. Oui, aller au master. Au master, licence, master et doctorat. Quand vous analysez tous ces systèmes-là, ça c'est mon opinion, selon mes recherches aussi, je constate qu'on forme plus de demandeurs d'emploi que de créateurs d'emploi. J'aimerais qu'on puisse changer notre système éducatif, qu'on puisse former et créer des managers. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable à la fois, à la fin de son cursus académique, il est capable d'écrire une lettre de demande d'emploi, de concevoir un projet pour lui-même aussi. Et aussi au même moment de concevoir un projet bancable. Excusez. Qui peut être financé. Excusez de donner, mais vous allez constater même qu'il y a des cours d'élaboration de projets au niveau de la licence. Ouais. Mais si au niveau universitaire seulement. Voilà. Est-ce qu'au secondaire il y a ce cours? Il n'y en a pas. Mais lorsque vous demandez aussi à un étudiant comment sont constitués les éléments d'un projet, c'est... Voilà. Vous ne me faites que compléter. C'est-à-dire au niveau même du secondaire, au niveau on parle de la 7e, 8e année de formation, au niveau de l'enseignement des bases. J'aimerais qu'au niveau même du secondaire, qu'un élève soit capable de créer, de concevoir un projet qui peut être financé, soit par ses amis, ici des familles nantis, ça peut être financé aussi par une banque, soit par un organisme de développement, et non de terminer les études, vous restez à la maison, vous commencez à aller sur les sites d'emploi, chercher des emplois, et souvent, on ne vous recrute même pas. Ou bien d'attendre un oncle qui travaille, dans une entreprise de la place, pour vous remplacer numériquement, souvent, pour obtenir un poste. On lance les offres d'emploi pour soigner l'image
positive de l'organisation, montrer à l'État congolais et surtout à son organisme, l'Office national de l'emploi, que nous avons recruté. Cette année, on a recruté autant d'employés, on a créé autant d'emplois. En réalité, c'est faux. Ils font des recrutements en interne. C'est un cousin, c'est une nièce qu'on prend, et on case. Et pourtant, on avait lancé un recrutement officiel avec des sauts, des cachets, et c'est passé dans les médias. Et les jeunes viennent avec leur diplôme, leur candidature, vous postulez, et vous allez constater, on ne va même pas vous appeler. Ce sont en fait des fausses offres d'emploi qui sont véhiculées dans les médias, qui sont publiées dans la presse et qui sont affichées sur les places publiques. On doit changer de paradigme, on doit commencer à former des créateurs d'emplois. C'est-à-dire, tu termines à la faculté d'agronomie, toi-même tu es capable de monter une ferme, un projet de ferme. D'acheter même 20 hectares, tu commences toi-même à planter. Mais il y a des débouchés. Mais là aussi, là aussi pour l'argent, il faut qu'on s'aligne à cette logique de la répartition de ressources. Vous posez le problème d'argent. Oui. Steve Jobs et ses amis, comment ils sont arrivés à devenir milliardaires, à créer Facebook? Il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée. L'autre est venu donner à cette idée la matière. Steve Jobs, c'est Apple. Ouais, Apple. Et l'autre est venu donner des jambes à cette idée. Et puis il y a eu quelqu'un qui est venu, il a dit non. Moi, avec l'héritage de ma famille, j'ai 5 millions de dollars en banque. Je ne sais pas s'en servir. Est-ce que nous en avons ici dans notre pays? Voilà. C'est ça, mais le problème c'est quoi? Vous trouvez, je termine, vous trouvez quelqu'un qui a des idées bancables, un Congolais, mais vous trouvez un autre Congolais qui a de l'argent, mais il vous amène à Nyangwe pour aller, ou à Capella pour aller prendre les poulets maillots et puis boire. Et pourtant, vous pouvez unir vos efforts et créer une entreprise. Vous associer. Vous pouvez créer une entreprise 100% congolaise, à capitaux congolais, financée par des Congolais. Vous savez, ce sont des notions qu'on enseigne peu. Vous savez, la matière grise, l'intelligence que vous amenez, c'est un capital dans la constitution d'une société. Patrick Ilunga peut avoir 10 millions de dollars. Moi, j'ai des idées. Je peux m'associer à Patrick Ilunga. On crée une entreprise, nous, en tant que jeunes. Patrick, maintenant, évalue mon intelligence, les projets que j'ai conçus. Il peut évaluer ça dans ces 10 millions de dollars. Il dit non, Dieu donné Bouanali. Moi, je te donne dans les 10 millions de dollars que j'ai, je te donne 2 millions de dollars. D'accord, Patrick. C'est comme ça qu'on crée des sociétés. Oui, Patrick Ilunga, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les difficultés rencontrées par le jeune congolais peuvent être surmontables? Oui, je pense que les difficultés sont surmontables. D'abord, la première des choses, je vais appuyer ce que Dieudonné Bouanali a dit tout à l'heure. Il y a les structures qui manquent. Parce que c'est vrai qu'il y a FPI, il y a ANADEC, mais est-ce que c'est tout le monde qui a un projet qui peut être financé et être encadré par... des projets bancables. Là. Voilà. Est-ce que c'est tout le monde? Ça, c'est la première question. Je pense que les difficultés peuvent être surmontées. Mais il y a quelques années, lorsqu'on a commencé à fouiller, lorsque publiquement on a commencé à fouiller, les créanciers ou bien ceux qui ont bénéficié de dettes ou bien de financement du FPI, on a retrouvé les hommes politiques. Même de la SOFIDE, la Société financière de développement. C'est comme ça qu'elle est... Ça existe jusque c'est une société qui appartient à l'État congolais. Vous avez les fonds de promotion. Elle n'a plus la même énergie ici. Mais on donne des crédits à qui? Aux politiciens. Mais c'est difficile de voir, Patrick Ilunga, qu'on donne les crédits à un génie congolais. Moi, je vois à l'Est, on montre des jeunes qui a créé une lampe qui fonctionne, par exemple, avec de l'eau. Mais pourquoi ne pas financer ces jeunes? Vous allez voir, on donne de l'argent aux politiciens et souvent pour aller créer des partis politiques et finalement, il n'y a rien. Voilà, et ils ne remboursent même pas. Ils ne remboursent même pas. Des politiciens à qui on donne de l'argent, ils remboursent même pas. Et quand on cherche à les traquer, ils disent non, acharnement. Voilà, donc je pense que c'est un problème. Il faut peut-être l'équité. On revient encore dans répartition équitable. Moi, je pense que les difficultés sont surmontables. D'abord,
il ne faut pas seulement jeter toute la faute du côté de ceux qui gouvernent ou bien ceux qui dirigent. Il y a aussi notre mentalité à nous comme jeunes Congolais. Je ne sais pas s'il faut peut-être censurer un petit peu la musique, le théâtre. Oui, on reproche aux jeunes Congolais de ne pas... plaisir. Les jeunes Congolais, on les reproche aussi de ne pas se cultiver aussi, de ne pas s'intéresser à des choses, à des projets, et aussi ils passent leur temps à parler des individus, des événements. Voilà. Vous voyez par exemple, j'étais en train de dire la musique, ce qu'on appelle le théâtre, l'art dramatique. Regardez, pour la plupart de ce qu'on montre à la télé, c'est le plaisir, c'est comment blanchir, c'est comment s'habiller. Ce matin, même une anecdote, en venant, j'ai vu un officier de l'armée, habillé vraiment comme un sapeur. On dit, ah voilà, petit pièce. Et puis, les amis, le petit à côté, mon dit, soldat, petit, la petite pièce. Vous voyez? Donc, tout le monde est amené un petit peu dans le plaisir. La plupart, je ne sais pas si c'est un cliché, mais la plupart des jeunes à Kinshasa sont amenés un peu dans la vie de la facilité, la vie de plaisir. Moi, je n'ai aucun salaire, aucun revenu. C'est moi qui veux mettre la montre Rolex. C'est moi. Non, c'est moi qui veux avoir le beau téléphone. Un jeune qui cherche à avoir un téléphone qui coûte 1000 $, 2000 $. 10 fois que le salaire de ton papa. 1000 $, c'est un capital. C'est un capital pour un projet. Pour monter un projet, pour commencer même une petite société. Voilà. Mais vous allez voir un jeune acheter un téléphone de 1000 $, les chaussures de 500 $. Je me dis, bon, on jette trop de l'opprobre à l'État. On dit ce sont les structures, c'est notre système éducatif. Mais la jeunesse a aussi sa part de responsabilité. Donc moi je pense que les gouvernants doivent avoir le courage de censurer même ce qu'on nous montre à la télé. Moi, je vois les films nigérians. C'est à peine un jeune barbu bien véhiculé. Est-ce que c'est comme ça vraiment? La vie, c'est aussi le côté dur, travailler, non? Je pense que ça aussi, ça doit être enseigné. Moi, j'ai toujours revendiqué le fait que la musique, aujourd'hui, doit être un véhicule pour enseigner aux gens comment se tenir. Voyez-vous? Donc, c'est peut-être un cliché, les téléspectateurs vont nous pardonner, mais on remarque que les jeunes des provinces sont un peu plus consciencieux de ces défis plutôt que les jeunes des villes. C'est vraiment ce qu'on a beaucoup remarqué. Donc, je pense que ça relève aussi de notre responsabilité en tant que jeunes de remettre en cause. Moi, je vois de temps en temps sur les réseaux sociaux un jeune avec les œufs, qui fait, je crois, production des œufs, tout ça. J'ai vu que la première dame a même soutenu. Des initiatives comme ça, je crois, on doit en avoir. J'ai vu une jeune dame avec le café. C'est des initiatives rares. Peut-être qu'il faut les encourager pour susciter d'autres vocations. Donc, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, nous avons beaucoup la responsabilité de nous remettre en cause. Pas seulement attendre tout de l'État. D'ailleurs, quand vous mettez trop d'attente sur ni les structures de l'État ou les personnes, souvent vous finissez déçus. Je pense que là aussi, c'est quelque chose d'important. Les jeunes doivent identifier, par exemple, quels sont les besoins des Kinois aujourd'hui, la société kinoise. Vous savez que, par curiosité, moi j'ai fait le tour des quartiers populaires. Les canards, je ne vois plus. Les poules, est-ce qui élève encore les poules, le lapin, les cochons? Oui, nous, on était petits. On a grandi avec. On était petits. On avait chacun peut-être en famille avec sa poule. Et les aînés faisaient vraiment de l'argent aussi avec ça. Ça pouvait nous épargner les dépenses du genre bonne année, photos ma carton, tout ça. On pouvait puiser dans nos réserves familiales pour faire ça. Je pense que s'il y a même des jeunes aujourd'hui, la poule, les pondeuses, c'est quand même un moyen aussi pour l'élevage des canards, des poules, des bovins. Circuler dans tout Kinshasa. Est-ce qu'il y a une seule famille qui a des chèvres, par exemple? Un jeune vous dira qu'on la biloko en la tête. Bon, mais pourtant, en France, pas seulement en France, en Occident,
tu vois, des générations et des générations de Oui, familles oui. qui sont éleveurs, ils font même des fromages, ils sont dans ça et ils sont bien. Et ils sont on bien. inculque ça même aux enfants et Oui, de génération de génération en génération. Oui, oui. Voilà. Je pense que cette culture-là existe encore dans la partie orientale de la RDC, mais à l'ouest, ça commence un peu à disparaître. Voilà pourquoi nous demandons aux parents que nous sommes, il faut enseigner cette culture-là. Il faut avoir un petit jardin derrière la maison, il faut avoir un petit élevage. À peine je vois quelques Tout le monde élevages ne de peut pas- porc. Hein. Voilà, tout le monde ne peut pas peine je aller vois ça. travailler dans l'administration. Dans Tout le monde l'administration, ne peut pas être bureaucrate. voilà. Et puis ceux qui travaillent dans l'administration, généralement, sont les moins nantis. Généralement. Généralement. Voilà, c'est un sujet intéressant. Si, Il faut aussi que l'État augmente aussi les budgets alloués à la jeunesse pour la formation, l'encadrement de la jeunesse, protéger aussi les patrimoines de la jeunesse. Et ça, je pense que le Premier ministre va en faire l'un de ses chevaux de bataille parce qu'on vend des terrains de football, il y a des écoles qui sont morcelées, c'est ça des aussi. centres de formation Donc investir vendus. Il faut investir aussi dans la jeunesse. Dans les différentes activités qui Et réunissent surtout les les activités jeunes. aussi lucratives, divertissantes. Par exemple, est-ce que on a encore une foire à Kinshasa? D'accord, Dieudonné Bonali, c'est pas. un sujet intéressant. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes là en train de parler, d'examiner un peu la situation de jeunes Congolais. Le gouvernement appelle à l'éveil patriotique de la jeunesse congolaise dans le processus de paix pour le développement durable en République démocratique du Congo. Mais puisque la télé c'est des temps, on va aborder un autre sujet. Là, c'est la rentrée scolaire, mais dans une rentrée qui doit s'effectuer dans un contexte de crise sanitaire. Nous savons tous, le pays fait face aujourd'hui à une nouvelle épidémie, c'est la variole de singe. Ça avait commencé, mais ça n'avait pas encore cette ampleur, puisque l'OMS aujourd'hui vient de déclarer cette épidémie d'urgence mondiale. Donc, on compte déjà 600 000 affaires de 600 décès partout dans le pays et les nombres de cas continuent à augmenter. Mais une question se pose, est-ce que les enfants peuvent, ou les élèves peuvent aussi effectuer la rentrée dans ces contextes? Nous allons donc essayer de réfléchir sur cette question. Il y a même ici à Kinshasa, le ministre provincial en charge de transport a proposé au vice-premier ministre, ministre de transport, voies de communication et des enclavements, un projet de report de la rentrée scolaire qui est prévu le 2 septembre de cette année. Dieudonné Bonali, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Il faut garder les enfants à la maison pour qu'ils soient à l'abri de mpox, ou bien il faut tenir compte, les envoyer, mais en tenant compte ou en respectant les mesures qui ont été édictées par le ministère de la Santé via son responsable, le docteur Roger Kamba. Bon, je vais commencer d'abord par féliciter les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, d'avoir fusionné tous les petits ministères là qui géraient le système éducatif national. Il était venu le moment d'avoir un seul ministère, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, pour mettre fin au conflit des compétences que nous avons connu et des attributions que nous avons connues depuis 6 ans. J'ai vu dans cette capitale, j'ai vu une fois un ministre de l'enseignement primaire et secondaire et un autre ministre de l'enseignement technique et professionnel, parce que nous avons des écoles techniques disséminées à travers la République, c'est disputer l'argent que l'un d'eux devait gérer autour des frais de participation aux examens d'État des écoles techniques. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire disait que non, ce sont mes attributions, ce sont mes oignons. Celui de l'enseignement technique disait aussi non, ce sont mes oignons. Dieu merci, on a fusionné ces ministères en un. Deuxièmement, je suis content d'attendre lors du Conseil des ministres, même du message lu par
la ministre de l'Éducation nationale, Madame Raissa Malou, qui a confirmé, rassuré l'opinion et surtout les parents que la gratuité de l'enseignement a été consolidée. Parce qu'il y avait une rumeur folle répandue dans l'imaginaire collectif que venant surtout des écoles privées pour tordre le cou au système de l'enseignement national, que non, gratuité de l'enseignement, ils ont sauté balongo liango. Heureusement, la ministre du secteur a rassuré les parents. Maintenant, il faut aussi savoir que c'est la première rentrée scolaire du gouvernement souminois. Donc, ce gouvernement ici, qu'on a appelé le gouvernement, je ne sais pas quel est le nom que la population a donné du gouvernement, à ces gouvernements. Le gouvernement de mission. Des missions. Mais c'est pas très répandu. C'est pas très répandu, pas comme On gouvernement a de Warriors. des warriors. On attend les qualificatifs pour ces gouvernements. Et je voulais dire, c'est la première rentrée scolaire du gouvernement souminois. Donc c'est une rentrée scolaire qui doit être reçue. Heureusement, le ministre de la fonction publique, Liaou, l'a compris. 2-3 semaines avant, il a convoqué les bancs syndicales vers l'est de Kinshasa pour aller négocier. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre que ce soit dans le secteur de l'enseignement des bases, que ce soit à l'enseignement supérieur et universitaire, les acteurs, les parties prenantes n'attendent qu'à la veille de la rentrée académique pour déclencher un mouvement de grève. À la veille de la rentrée scolaire pour déclencher un mouvement de grève. Je n'ai jamais compris pourquoi vous laissez tous les mois là de l'année. Vous ne pouvez pas négocier, déclencher une grève. Vous attendez toujours, dès qu'on dit la rentrée académique, ça sera telle date. Grève. Rentrée scolaire, ça sera le 2 septembre. Grève. Heureusement, tous ces mouvements de grève-là ont été désamorcés. Maintenant, il y a des dangers et des enjeux pour cette rentrée scolaire. J'en ai énuméré quelques-unes. Parmi les enjeux, j'ai cité les premiers. La rentrée scolaire apaisée, c'est la première du gouvernement souminois. Le deuxième enjeu, c'est la consolidation des acquis, dont la gratuité de l'enseignement, qui a permis à beaucoup d'enfants de regagner le chemin de l'école. Ça, vraiment, le gouvernement doit se battre pour ne pas lever cette mesure de la gratuité. Le troisième enjeu, c'est nous devons envoyer nos enfants dans des écoles sûres, là où il n'y a pas de maladies de toutes sortes, telles que Mpox, la variole, la typhoïde. Nous voulons envoyer nos enfants dans les écoles assainies, pas dans des écoles où il y a des épidémies, pas dans des écoles où il y a des maladies, des écoles où il n'y a pas de toilettes, des écoles où il n'y a pas de bancs, des écoles où il n'y a pas d'enseignants, des écoles où il y a surnombre d'élèves, et à la fin, la qualité est formée. Voilà. Je pose une question. Mais est-ce que dans ces contextes de crise, il n'y a pas risque pour les enfants d'être contaminés de la maladie Mpox? C'est ça la grande question. Il y a risque. C'est là où je condamne le gouvernement. Pourquoi? Nous avons connu des épidémies dans ces pays. On a connu l'épidémie d'Ebola. On a connu la variole. Et puis, il y a eu la COVID-19. La maladie de Messal, la fièvre typhoïde. Okay. Nous avons vu le gouvernement prendre des mesures, mettre en place une task force du secteur de la santé, avec tous les spécialistes, dont le plus connu est le docteur Mouyembe que nous saluons. Mais cette fois-ci, il y a l'avènement de l'apparition de la maladie Mpox. On ne voit pas cette mobilisation-là des églises, de l'État, de tous les acteurs du système sanitaire national. On voit seulement les ministres de la Santé se battre seuls. Il n'y a pas des appuis, il n'y a pas de soutien des autres ministères sectoriels. Et puis, on ne sensibilise pas, on ne vulgarise pas sur les mesures barrières à prendre pour que nos enfants,
nous-mêmes les parents, les travailleurs, qu'on ne puisse pas attraper cette maladie. Dire à quelqu'un, par exemple, si vous avez la maladie Mpox, voici les premières précautions à prendre, sur le plan, par exemple, individuel, pour ne pas contaminer les autres. Mais, il y a aussi une autre épidémie qu'on ne cite pas. S'il vous plaît, on va revenir sur ça. Oui, oui. Voilà. Patrick Ilunga, est-ce qu'il n'y a pas risque? Bon, d'abord, je vais commencer par louer d'abord l'initiative du gouvernement à réorienter le ministère de... Aujourd'hui, ça s'appelle Éducation nationale et comme l'initiation nouvelle citoyenneté. Oui, bien sûr. Nouvelle citoyenneté. Bien sûr. Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Ok, c'est la jeunesse éveil patriotique. Voilà. Donc, je pense que c'était bien réfléchi pour que, bon, aujourd'hui, le secteur de l'éducation soit vraiment le secteur qui initie aussi les gens à aimer leur patrie. Ça, c'était juste une parenthèse, mais je pense que votre question, vous dites que s'il n'y a pas risque, bien sûr qu'il y a risque. Hein? Je vois la ministre Raissa Malou qui a assuré, qui a essayé de rassurer les gens en disant que le ministère, bien son secteur, travaille avec le secteur de la santé pour s'assurer que les écoles restent des... Les cas augmentent, Patrick Ilunga, les cas de contamination augmentent. Oui, oui. Elle dit qu'elles vont mettre en place un système pour se rassurer que les écoles restent un endroit sûr. Bon, moi je me demande comment les gouvernants ou bien les ministres vont faire, ou bien l'État va faire, parce que, bon, moi, encore je peux revenir, c'est le cas des parents, tu envoies ton enfant de 3-4 ans à l'école, il te revient à la maison avec... Comment tu fais pour qu'il soit discipliné, pour qu'il soit... Parce que pendant ce temps... Surtout les bambins, les enfants de la maternelle. Comment faire pour qu'ils soient disciplinés, difficile parce que qu'ils respectent les mesures barrières. À la maison, c'est la même chose que tu demandes de ne pas faire, c'est ce qu'il fait. À la minute, tu as fini de le gronder, il refait encore la même chose. Donc, c'est un peu difficile de ce côté-là, parce que le gouvernement, on ne le dit pas tout haut, mais le gouvernement, ça fait des mois qu'il attend les vaccins qui doivent arriver. Mais des mois qu'on attend, on attend. Et si vous suivez même le docteur Jean Kasséa de la structure de l'Union africaine, dont j'oublie le nom, je crois CDC. CDC Afrique. Oui, c'est à peine on promet 1 million de doses de vaccins. Bon, la maladie, elle concerne tout le monde, adultes comme jeunes. Nous sommes dans un pays de 100 millions d'habitants. On dit que toutes les provinces sont concernées, sont touchées. Bon, les 1 million de doses qu'on attend là, ce sera pour qui? Qui sera privilégié? On va vacciner qui? On va laisser qui? On va vacciner les nantis? Voilà. Les pauvres. Donc, même quand le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba dit, j'espère que le vaccin va arriver bientôt, ou bien très rapidement, il conseille maintenant des mesures barrières. Il dit par exemple se laver régulièrement les mains, ne pas toucher les endroits infectés, ou bien laver régulièrement les surfaces. Ça, c'est un grand travail, mais est-ce que toutes les écoles vont pratiquer ça? On va se laver les mains comment? On a détourné l'argent des forages. La régie des eaux nous envoie de l'eau irrégulièrement dans nos maisons. Mais c'est ça aussi le problème. Ça, je pense que c'est un risque réel. Bon, il faut espérer peut-être que parce qu'il ne faut pas non plus s'alarmer, hein, parce que le monkeypox, bien le mpox, c'est environ 3,4% de taux de létalité. Donc, il y a de fortes chances que vous tombiez malade, mais que ça ne nous amène pas à la mort. Okay. Mais il faut protéger la famille, il faut protéger les enfants. Bon, je ne sais pas, mais ici, on ne peut pas dire, parce que la rentrée n'est pas reportée, hein, c'est pour le 2. C'est pour les 2. Le gouvernement a confirmé c'est pour les 2. On verra, il faut peut-être croiser les doigts pour que les enfants ne tombent pas malades. Les enfants... La RDC est identifiée comme une zone endémique. Hein, oui, la RDC est identifiée comme une zone endémique parce que au Congo, il y a justement la variante qui est létale, qui tue beaucoup. Voilà, la variante qui tue beaucoup, la variante de monkeypox qui tue beaucoup, se trouve au Congo. Donc, depuis le début de cette année, vous l'avez dit en introduction, c'est plus de 600 morts, 610. L'année passée, c'était 600. Voyez-vous, donc, même la fourchette de contamination, on est autour de 17-18 000. Donc, depuis le début de l'année, ça fait quand même peur. Mais je voulais ajouter par rapport à ce que Patrick Ilunga a dit,
si nous sommes cités comme un pays à épidémie, cela veut tout simplement dire que nous sommes d'abord un pays équatorial. Nous sommes à cheval sur l'équateur. Nous avons une grande forêt, l'une des plus grandes du monde, la forêt équatoriale, dont les 2 tiers de la superficie se trouvent en République démocratique du Congo. Dans cette zone, il y a des maladies dites des maladies tropicales, naturelles, créées par la nature. Ce ne sont pas, bon, contrairement à ce que certaines langues disent, c'est un complot contre la RDC, il y a des gens qui créent des maladies pour venir les jeter en RDC. Non. Quand vous vivez dans des zones tropicales comme la RDC, vous pouvez aller même vérifier, vous allez même au Brésil, même dans l'Amazonie, il y a des maladies dites des maladies tropicales. C'est normal. Et si ces maladies-là se propagent vite, se véhiculent vite dans la communauté, c'est parce que nous avons un sérieux problème de gestion de l'exode rural. Et puis, nos moyens de transport que nous utilisons, nous voyageons, nous déplaçons tellement en masse que cette maladie, même si on n'a qu'un ou 2 cas, risque de se propager vite à cause de la promiscuité, la façon dont nous voyageons, nos habitations. Vous avez des quartiers, même des avenues, même des parcelles. On peut même ajouter des familles où vous trouvez dans une maison qui ne peut contenir par exemple 2 ou 3 personnes, vous trouvez 12 personnes. Mais dans cette maison-là, s'il y a un cas d'impox, c'est normal que toute la famille soit contaminée. Oui. Et surtout que la majorité sont des familles pauvres. Et nous connaissons nos us et coutumes africains. La prise en charge. Nous portons les habits de nos frères et sœurs. La prise en charge médicale. Mais Patrick Ilunga, maintenant, c'est la vaccination qui est la solution. Oui, pour l'instant, je crois que c'est le vaccin qui doit être appliqué, administré à tous. Bon, jusque-là, je risque de me répéter. Il y a le gouvernement qui attend toujours le vaccin. Mais pour un peu compléter ce que Dieudonné Boinali disait, il y a aussi un côté culturel. C'est que nous, en tant qu'Africains, quand nous avons un défunt, un parent qui est mort, qui est un frère ou une sœur, on le manipule, on le touche, on le soigne nous-mêmes, à main nue. On vient pleurer si un mort. Voilà, à main nue. Donc le décès a été constaté par un médecin légiste, cause du décès, impox. Voilà. Mais vous ne voulez pas les laisser, papa, vous pleurez si un mort, mais vous risquez d'attraper la maladie. Voilà, ce sont aussi des actes à ne pas ça aussi, c'est, vous avez nos enfants par exemple, quand ils sont enrhumés, parfois c'est la maman qui met la bouche pour déboucher les narines. Donc, il y a un côté culturel, ou bien protocole sanitaire, ou bien sécuritaire, qui n'est pas très bien sécurisé. Mais il y a aussi, le ministre de la Santé a dit qu'il déconseille quand même les gens de manipuler les animaux malades, ou bien les animaux morts. Mais allez partout dans nos Wenze, si vous allez trouver la viande de brousse, elle est là, tout le monde achète, tout le monde mange. Elle est là, et aussi, voilà. Donc le ministre, aujourd'hui j'ai beaucoup tapé sur le gouvernement, ils prennent des mesures, ils disent des choses, mais qui ne sont pas accompagnées par d'autres mesures d'accompagnement. Et aussi qui ne sont pas appuyées par d'autres ministres, parce qu'il y a des problèmes transversaux. Voilà. Par exemple, au ministère des Transports, on peut commencer à vérifier au départ les embarcations. Les bateaux qui font des navettes, Kinshasa, Kisangani, Mbandaka, Bouende, par exemple, Kinshasa. Que telle personne a la maladie impox, elle ne peut pas monter dans cette embarcation destination Kinshasa. Pour les écoles, la ministre, le gouvernement maintient la date de la rentrée, le 2 septembre. Sinon, ça sera un échec. Le gouvernement n'a pas encore fait 100 jours. Le gouvernement soumis n'en a pas encore fait 100 jours. Alors, il faut maintenir la rentrée scolaire de ce gouvernement. Mais tout en reporté d'un mois, de 2 semaines. Mais tout en prenant des mesures pour protéger surtout les enfants. Vous avez parlé des enfants de l'école maternelle surtout, qu'il faut vraiment protéger. On ne peut pas exposer les enfants face à cette crise ou à cette maladie qui est très dangereuse. Voilà. Merci Patrick Ilunga, merci Dieudonné Boinali pour vos analyses, vos réflexions autour de ces 2 sujets, l'éveil patriotique de la jeunesse congolaise et la rentrée de classe dans un contexte de crise
crise sanitaire de Mpox. Donc nous avons abordé ces sujets et nous espérons revenir encore très prochainement avec d'autres sujets. J'ai dit aussi merci à la régie, Giscard Tamba, merci Benny Fombo et John Mukendi pour ce travail technique. Et à vous fidèles téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous avez des suggestions de propositions à faire. Écrivez-nous, nous allons vous répondre. Et puisque l'idée est toujours de rencontrer vos besoins et vos attentes. Voilà, c'est tout pour Géopresse. Mais à la prochaine.